Russie-Afrique, dangereuse alliance. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vox Live. Je suis entourée par 3 spécialistes. Nous avons Jean-Marie Bitomo, bienvenue à vous. Vous êtes éditorialiste et enseignant. Merci à Saïtou. Toujours un plaisir de vous retrouver. Avec vous sur ce plateau, toujours avec plaisir. On continue. Face à nos multiples téléspectatrices et téléspectateurs. Exactement. On continue avec Sédik Abba. Vous êtes journaliste et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bienvenue à vous. Merci de votre accueil. Et on continue avec Jules Domché, chroniqueur. Bienvenue à vous, Jules Domché. Merci Aïssatou. Toujours un plaisir de vous recevoir et surtout vous, chers téléspectateurs. Alors, le thème du jour, Russie-Afrique, dangereuse alliance. Moi, je pense qu'on ne peut pas commencer sans parler quand même du contexte historique. Donc, la Russie et l'Afrique. Quels sont les liens entre ce continent et ce pays? Je sais que ça fait rugir, bondir certains, mais entre la Russie et l'Afrique, donc on parle quand même on va repartir à l'Union soviétique. Quand même, il y avait des relations historiques, notamment lors des mouvements d'indépendance. Bien entendu. Donc c'est une relation historique et je comprends. Jean-Marie certainement va nous reprendre là-dessus. C'est toujours gênant de parler d'un pays, d'un État et d'un continent. Mais cela est lié au fait que pendant longtemps, l'Afrique a été toujours perçue par les autres comme une simple zone de projection. C'était comme un gâteau qu'il fallait se partager. Et c'est cette dérive-là qui continue jusqu'aujourd'hui. Et j'aime souvent dire, on peut encore tolérer d'entendre Russie-Afrique, parce que la Russie, ça reste un grand pays, continent et tout, mais ça reste un pays. Mais il y a des sommets ou bien des rencontres. Exactement, c'est autre chose et je pense qu'on va revenir dessus très bientôt. C'est bien qu'on ait l'opportunité d'évoquer cette thématique parce que j'ai l'impression qu'avec des revirements stratégiques, notamment dans le Sahel ces dernières années, on a tendance à faire croire comme si la Russie venait d'arriver, l'Afrique ou bien la Russie venait d'arriver. On peut parler, à mon sens, d'un réchauffement dans les relations entre l'État russe et certains États africains, parce que ce n'est pas tous les États africains, justement, qui sont dans ce cas-là, mais en aucun cas faire comme si c'était des relations qui dataient de moins de 5 ans. Il y a une relation historique qui date effectivement, vous l'avez dit, on peut remonter beaucoup plus loin, mais si on veut, on peut juste rester dans le cadre de ce qu'on a appelé à un moment donné la guerre froide, où il y avait effectivement un mouvement qui était plus proche de l'ex-URSS, le communisme, ou dans certains pays africains, effectivement, il y avait des sensibilités. On peut rappeler l'Afrique du Sud avec l'apartheid, c'est quand même il y a eu des époques importantes pour l'Afrique. Oui, il y a eu des liens très forts. C'est exact. Je pense qu'il n'est pas approprié de présenter la Russie comme un nouveau partenaire. Tout à fait. C'est un partenaire qui a existé, qui partenaire est historique. Il y a eu un flottement et aujourd'hui la relation repart de plus belle. Parce que comme vous avez bien dit, du temps de l'Union des républiques socialistes soviétiques, il y avait des partenariats très forts avec certains pays, la Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Keïta, même le PCT du Congo, dans l'époque de Mariam Gwabi et avant. Donc il y avait des liens très forts avec la Russie. Et lorsque l'Union soviétique a éclaté, la Fédération de Russie, je pense, avait pendant une période pris le temps de se construire, de se consolider. Et la relation internationale n'était pas à la hauteur de celle qu'elle avait été du temps de l'Union soviétique. Et sur l'Afrique aussi, n'oublions pas qu'il y a quand même à Moscou une grande université qui porte le nom de Patrice Lumumba, qui a formé beaucoup d'élites africaines. Donc il y a maintenant, avec la Fédération de Russie, un réchauffement dans le cadre du Sahel qui est lié aussi au contexte. Puisque la Russie a un savoir-faire incontestable dans le domaine sécuritaire et militaire, on peut comprendre que les pays du Sahel consolident leurs relations avec, mais on ne peut pas, je crois que la question a un peu un air de provocation. Est-ce qu'une liaison dangereuse? Je ne suis pas sûr que ce soit une liaison dangereuse. C'est la question. C'est la question. Peut-être pas pour vous. Débat qui... Voilà. Attends, peut-être pas. Oui, allez-y, je vous en prie. Je vais vous dire une chose. Comme d'habitude, on va encore me dire Jean-Marie. J'ai commencé par l'histoire. Dimension historique. C'est-à-dire quand on nous parle de la Russie, comme mes 2 collègues l'ont dit sur le plateau, c'est encore un narratif qui est construit. C'est de nous faire croire que la Russie, si vous voulez, c'est un pays qui ne connaît pas l'Afrique, dont elle arrive là par opportunité, en fonction des opportunités qui se présentent. La Russie a été construite par un Camerounais qui s'appelle Hannibal.
D'accord? Il a été avec les arts en Russie. Il est venu en France faire des études. C'est la personne qui a construit pratiquement toute la Russie que vous voyez aujourd'hui en tant que spécialiste de l'architecture. Donc, on veut nous faire croire en Afrique, quand on parle, comment on dirait, de la Russie vient de découvrir l'Afrique. Non. L'histoire de la Russie et de l'Afrique, c'est-à-dire, est vieille, c'est-à-dire des siècles aujourd'hui, là où nous parlons en 2024. Donc, à partir de là, la non-présence d'un État sur un territoire donné ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation. C'est la raison pour laquelle j'aime toujours la dimension historique, de replacer les faits dans leur contexte. Donc, on veut nous faire croire aujourd'hui que oui, la Russie arrive en Afrique, bon, c'est un pays qui vient profiter des opportunités qu'offrent les États africains, matières premières et tout ce qui s'ensuit. Non, pour la Russie, je dirais non. Je veux vous le développer parce que quand les gens nous disent seulement, oui, les Russes viennent en Afrique pour venir exploiter comme les autres. Je dis aux gens, non. D'accord. Regardez l'histoire, c'est quoi? La Russie a toutes les matières premières que l'Afrique a. Citez-moi un pays dans le monde qui a les mêmes richesses que la Russie. La Russie va venir piller en Afrique ce qu'elle a chez elle. Elle va peut-être le faire, mais la dimension et l'intensité de l'exploitation ne seront jamais les mêmes. Donc, on arrête aux Africains de nous faire peur par rapport au narratif que les gens veulent poser sur la table. La Russie arrive en Afrique, vous chassez un mètre pour en prendre un autre. Nous, les Africains, on répète toujours à l'Occident que nous ne faisons pas partir un mètre pour aller en chercher un autre. Nous cherchons des relations équilibrées dans le respect. Dans ce respect-là, ce n'est pas seulement un respect économique, c'est un respect, comment dire, anthropologique, ontologique, et un respect philosophique de ce que nous sommes en Afrique. Et c'est ce que les autres font. Mais les autres, habitués, si vous voulez, aux règles de pillage, de vol et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce qu'on fait? On transpose ça sur tout le narratif. Comme je le disais tout à l'heure, on prend un fait qui peut être un fait réel, parce que la plupart du temps, ça ne l'est pas, on brode autour comme on veut, pour essayer de convaincre les gens. Et le but de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir diviser, instrumentaliser, je vais être un peu provocatrice, et déstabiliser. Mais pour vous, la Russie est désintéressée? Non, je ne vous dis pas que la Russie soit désintéressée. J'ai dit que le désintérêt, je vous ai dit tout simplement la chose suivante, Aïssatou. Quand la Russie vient en Afrique, même si la Russie nous pille, d'accord? Il me souvient que là, récemment, en RDC, les gens sont mis à demander au président de la RDC, le président Tshisekedi, ah oui, pourquoi vous faites venir, Wagner est descendu, vous faites venir Wagner, pourquoi ils vont voler, comment dirais-je, les richesses de chez vous? Ok, c'est à nous de juger les Africains, qui est-ce qui vient voler nos richesses? Je ne peux pas être, comment dirais-je, vous ne pouvez pas voir, comment dirais-je, un chef d'État qui voit son pays qui est en danger. Le danger provient d'où? Nous savons tous là où ça provient, de l'Occident. Donc, à partir de là, quand on va chercher une force extérieure, comme ça se passe à l'AES, pour essayer de se défendre, on nous fait croire que non, vous quittez un maître pour aller prendre un autre maître qui est même pire que nous. Mais nous, les Africains, qu'on nous laisse juger, c'est-à-dire nos relations avec les autres, mais pas que les autres viennent nous les imposer. D'accord. Donc ça, on va en reparler dans un instant. Moi, j'aime bien, il faut établir les choses, à savoir la place de la Russie en Afrique, que ce soit sur le plan économique, politique, etc., etc. Elle est comment aujourd'hui? Là aussi, il faut dire, l'ex-URSS, après l'implosion, effectivement, se cherchait. Et je pense que sous l'égide de Poutine, la Russie s'est rebâtie et est redevenue une puissance qui compte sur la scène internationale. Et à chaque chose son temps. Et quand elle est arrivée à ce niveau, elle s'est rendue compte qu'il faut passer à une autre étape. Et cette étape-là impose une nouvelle influence dans certaines parties du monde. On l'a vu au Moyen-Orient et tout, avec la Syrie, et également en Afrique. Donc elle a choisi de faire ce que moi j'appelle un retour en Afrique, pour la simple et bonne raison, et sur ce coup-là, je suis totalement d'avis avec vous, c'est totalement intéressé. Mais je dis, je vous ai dit, je crois sur un plateau, le monde, comme la vie est structurée par les intérêts, bien sûr, les acteurs, que ce soit étatiques ou non étatiques, sont des acteurs rationnels, dont la Russie est à la recherche de son intérêt. Il peut arriver effectivement qu'il y ait une coïncidence entre les intérêts russes et les nôtres à un moment donné, et on va nouer avec ce pays-là un partenariat. On parle beaucoup du Sahel, mais j'ai envie de dire, le véritable retour de la Russie en Afrique, sur le plan militaire et tout, c'est en République centrafricaine, où justement, face à
la lâcheté et au chantage occidental, le président Touadéra s'est retrouvé jeté dans les bras des Russes. Parce qu'il y a un mensonge aussi qui a été longtemps entretenu. On a fait comme si le président Touadéra avait décidé d'aller en Russie, d'aller chercher l'aide des Russes. Non. Il est arrivé au pouvoir, effectivement, et comme il n'était pas celui que certains souhaitaient, notamment les Occidentaux avec la France, on a décidé de l'abandonner. La France qui était là avec sa puissance sangariste, avec sa force sangariste, qui essayait d'être un peu le tampon qui pouvait effrayer les multiples groupes armés qui règnent à RCA pour les empêcher de faire un coup d'État, a décidé du jour au lendemain de partir et de l'abandonner totalement. On peut bien imaginer aisément que l'objectif, c'était qu'il se fasse renverser. Donc il s'est retrouvé à la tête d'un État sans armée. Tout le monde a ri ici parce qu'on voyait les militaires de l'armée centrafricaine s'entraîner avec des morceaux de bois pour stimuler une arme. Et il a essayé de repartir vers la France, commander, si vous voulez, des armes. Et à l'époque, vous rirez quand vous comprendrez de quoi on parlait. On parlait de 1500 Kalachnikov que la France avait promis et ne donnait même pas. Donc, c'est sur ces entrefaits, dos au mur, quand il s'est rendu compte en réalité qu'il ne peut rien attendre de la France, qu'il se retrouve obligé de se retourner vers la Russie. Parce que, mine de rien, c'est pour ça que je dis, nous autres Africains, il faut qu'on arrête d'être stupides. Mine de rien, on parle d'armement et on parle de quoi? De Kalachnikov. Rien que le nom vous fait comprendre que ce n'est pas en France qu'il faut aller chercher les Kalachnikov. Donc, les Russes arrivent, ils voient qu'il y a une opportunité et ils s'engouffrent dans la brèche. Et le président Touadéra, qui est au dos au mur, il n'a pas d'autre option s'il veut conserver son pouvoir que de s'allier à la Russie. Et c'est comme ça qu'il y a cette relation qui se construit sur le plan militaire. Et il a un véritable appui de la Russie qui lui permet de sauver son régime. Moi, je me rappelle parce qu'à l'époque, j'étais à Bangui, je pense que à 48 heures près, autant pour moi, je crois que le régime de Touadéra serait tombé. Alors, il y a eu cette intervention-là et ça a permis effectivement de montrer qu'il y a autre chose. Parce que pendant longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? La France, notamment, se gargarisait d'être la seule puissance qui avait une force de feu sur le continent, avec notamment ses fameuses bases militaires. Donc elle faisait une sorte de chantage à certains dirigeants africains, notamment au Tchad et même en République centrafricaine, où vous vous rappelez qu'à chaque fois, comme par enchantement, si la position du président Déby, à l'époque, Déby père, n'était pas en harmonie avec ce que la France souhaitait, comme par enchantement, les groupes rebelles progressaient rapidement et étaient aux portes de N'Djamena. Et dès qu'il acceptait de faire un rétropédalage ou de se ranger, comme par hasard, la France intervenait et repoussait les rebelles. Donc c'était une forme de chantage et ça fait que certains dirigeants devaient leur pouvoir quasiment à la présence française sur leur territoire. Donc la France avait, si vous voulez, le monopole de la violence armée sur le continent africain. Et bien, la Russie vient et dit, moi, je peux vous offrir le même service. Parce que, n'oubliez pas... mieux même. Oui, oui, je peux vous offrir le même service. N'oubliez pas que, justement, pour le cas de la Centrafrique, c'est la France qui faisait la pluie et le beau temps. On connaît le rôle trouble que la France a eu à jouer dans l'émancipation des mouvements rebelles, etc. Donc, la Russie vient et apporte autre chose. Et on se retrouve aujourd'hui, et c'est ça qui va aller jusqu'au Sahel, où on a une autre puissance. Et cette fois-là, 10 fois plus puissante militairement que la France, que la Russie, qui est aussi entre la première et la deuxième place mondiale au niveau de l'industrie militaire, qui vient et qui offre une alternative. Et c'est ça qui va également conduire à son renforcement dans le Sahel. Mais je tiens à dire aussi que même dans le Sahel, la Russie était déjà présente. Parce que d'après nos enquêtes, on s'est rendu compte que l'essentiel de l'armement que vous avez dans ces pays-là, notamment le Burkina Faso ou le Mali, à 90-95% est d'origine russe. Mais pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu pousser nos armées à abandonner ces armements-là en disant que c'est vieux jeu, ça consomme trop, etc. On va vous proposer des armes nouvelles et modernes, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait dans ce nouveau business qui a été organisé. Donc, la Russie, à travers
ce qu'elle a observé comme opportunité, c'est jeter effectivement et à profiter effectivement pour se repositionner sur le continent. Donc, à part l'aspect sécuritaire, défense, c'est les seules relations qu'il y a entre la Russie et l'Afrique. On parle de liaison dangereuse avec un S à la fin. Donc, non, il n'y a pas que ça. Il y a les relations militaires et sécuritaires qui ont un poids incontestable, puisqu'on sait que pendant très longtemps, les plus grands clients africains de la Russie, l'Algérie et l'Égypte, sur le plan militaire, la Russie a fait de la formation, a fait d'autres choses, mais il y a aussi les relations culturelles et scientifiques. Dans chacun de nos pays, en tout cas nous qui ne sommes plus tout à fait jeunes, même si apparemment nous avons eu des camarades qui sont allés se former en Russie, à l'époque où c'était même des formations très pointues. Moi, je me souviens que des jeunes de ma génération sont allés faire la pétrochimie, faire d'autres études d'agronomie qui ont été formées dans les universités russes. Au moment où c'était l'URSS, il y a eu beaucoup de relations d'échange. Chaque année, la Russie donnait des bourses d'études et les gens partaient faire. Et sur le plan culturel aussi, il y a eu beaucoup d'échanges culturels entre la Russie et l'Afrique. Aujourd'hui, on voit la dimension militaire parce qu'elle est la plus visible, mais il y a toute la dimension culturelle, la dimension scientifique et même la dimension dans les recherches agronomiques. Des gens ont été formés en Russie et sont venus dans leur pays pour pratiquer. D'accord. Est-ce qu'on ne surestime pas un peu le poids de la Russie? Je vous en prie, allez-y. Je vous disais tout simplement que le problème pour les gens, c'est quoi? C'est-à-dire on voit la Russie uniquement comme maintenant. Et sur le point de vue militaire, comme mon collègue vient de le dire sur le plateau, mais on oublie, c'est-à-dire toute la dimension qu'il y a derrière ça. Il n'y a pas uniquement le point de vue militaire, il y a le point de vue développement. Quand les Chinois ou la Russie mettent des pieds quelque part, on voit des réalisations. Nous avons des réalisations chez nous. Les gens, d'aucuns vont se lever, vont me dire que mais non, vous savez, l'Occident aussi a construit chez nous, ainsi de suite et tout. Mais ces constructions-là, si vous voulez, c'était pour quel objectif? Non, mais pour le coup, on a des chiffres. Hein. Le poids économique de la Russie sur le continent africain, il est très faible. Hein. Comparativement à l'Inde, la Chine, l'Occident, c'est moins de 3%. Donc attention. Voilà, on nous fait peur avec la Russie, tout simplement parce que, comme il vient de dire Akaba, la dimension militaire fait peur aux gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par le narratif dont on parlait tout à l'heure, essayer de décrédibiliser des informations, comme j'ai dit tout à l'heure, décrédibilisation, instrumentalisation et ensuite déstabilisation de nos États. Tout simplement, ça part de là. C'est-à-dire, il n'y a pas à réfléchir là-dessus de midi à 14h. Dès qu'on a compris ce trame-là, on comprend maintenant quels peuvent être nos choix à l'intérieur de ça. À partir de là, on n'est pas contre l'Occident en tant que tel. L'Afrique a besoin des relations équilibrées qu'on prenne en compte, si vous voulez, les besoins des Africains dans toutes leurs dimensions culturelles, économiques, politiques et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça que je réitère, les principaux partenaires de l'Afrique sont, encore une fois, la Chine, l'Inde, l'Occident, le Brésil. Bon, quand ces gens-là arrivent, c'est pas du tout la Russie. Il y a Jules qui vient beaucoup de parler là tout à l'heure de la France. La Chine n'est jamais venue, comment dirais-je, enlever un dirigeant africain. On en a cité des héros ici, là. Donc, l'histoire a une mémoire. On peut vouloir l'effacer, la gommer. Anthropologiquement, holistiquement parlant, ce sont des choses qui nous parlent, qui parlent à la mémoire d'un peuple, même si ça fait des siècles et des siècles. Donc, à partir de là, on ne peut pas tout simplement nous prendre pour des gamins, nous dire que oui, la Russie vient d'arriver en Afrique, donc ils vont vous exploiter comme nous vous avons exploité. La Russie a tué combien de chefs d'État en Afrique? Non, je crois qu'il faut faire attention à la comparaison. Il faut regarder la progression que la Russie a faite sur le continent ces 10 dernières années. Mais si on compare avec d'autres acteurs, les pays occidentaux ou la Chine, on peut justement avoir le sentiment que la Russie est en retard. Oui, mais la progression, elle est sécuritaire, c'est la défense. Mais il n'y a pas que sur le plan sécuritaire, il y a aussi sur les autres aspects. Mais simplement... Économique aussi. Il y a moins de 3%. Oui, ça s'explique. Il y a une explication à cela. C'est que la Russie ne vient pas chercher les matières premières en Afrique. Parce qu'elle les a. Mais la Russie peut investir en Afrique. La Russie peut investir, mais moins de 3% aujourd'hui encore. Elle commence à investir. Et si vous regardez, il y a une progression dans les investissements russes. Et il y a un élargissement même de la coopération, du partenariat avec la Russie. Pendant une grande période, la Russie a été surtout présente en Afrique du Nord. Égypte, Algérie, etc. Mais aujourd'hui, il y a une présence russe au-delà du Sahel.
dans d'autres pays aussi. Je pense au Cameroun où on a vu qu'il y a la Russie qui commence à avoir, y compris un partenariat économique et militaire. Donc il y a une présence russe qu'il faut regarder. Et si on compare par rapport aux autres justement, si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une comparaison qui est... Pour le coup, je vais faire la comparaison, c'est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, certains pays d'Afrique peuvent substituer donc leurs échanges avec la Russie? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, on parle de Russie-Afrique. Hein. La Russie est un des plus grands producteurs de céréales au monde. Oui, et ça pose problème parce qu'ils n'ont pas renouvelé l'accord avec les pays africains. Ils ont préféré parce que l'accord est déséquilibré. Ils ont expliqué, ils ont dit les raisons de non-renouvellement. Parce que leurs préoccupations n'étaient pas prises en compte. Mais ils ont préféré maintenant faire du bilatéral directement avec les pays africains. Il y a eu quelques donations à 6 pays, effectivement. Et les engrais aussi, il n'y a pas que les céréales. La Russie est un pays qui est grand producteur d'engrais, dont l'Afrique a besoin. Il appartient à l'Afrique d'apporter dans les discussions avec la Russie. Vous savez, que ce soit la Russie ou d'autres, puisque vous avez soulevé la question, personne ne fait de la philanthropie. Il appartient aux pays africains de s'organiser, bien sûr. Il appartient aux pays africains de s'organiser pour défendre leurs intérêts, quel que soit le partenaire. Si vous faites même sur une coopération sud-sud, chaque pays, si vous faites une coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, le Maroc voudra défendre ses intérêts. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit le partenaire, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on donne et s'assurer que c'est 50-50. Chacun est gagnant-gagnant. Or, avec l'Occident, depuis l'indépendance à nos jours, les relations n'ont pas été 50-50. Je pense. Moi, je suis du Niger. Si on parle de l'uranium, on peut faire une émission sur l'uranium seulement. Je pense qu'on fera une émission sur l'uranium. C'est très important. Je voulais dire un certain nombre de choses qui me semblent être importantes. Parce qu'Aïssatou a beaucoup insisté sur le poids des échanges entre l'économie et l'Afrique. Je trouve que c'est normal. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Russie a eu un temps où elle était endormie, notamment sur le continent africain. Maintenant, elle revient seulement et chacun revient avec ce qu'il a de fort, ce qu'il a de mieux à offrir. Pour le moment, c'est la sécurité, c'est les armes. Ça, c'est la première chose que la Russie peut tout de suite offrir. Mais j'ai envie de dire que c'est juste pour ouvrir le chemin pour le champ économique. Et c'est là où je relativiserai la position de Seydi Kaba et de Jean-Marie Bitomo qui disent que la Russie ne sont pas là pour chercher les ressources premières. Si, ils sont là également pour chercher les ressources premières. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. Si on raisonnait comme ça, les États-Unis ne seraient pas en train de faire la guerre à travers le monde pour chercher du pétrole. Les États-Unis ont du pétrole et en quantité. Ils ont du gaz et en quantité, même si on peut avoir à redire sur cela. Il faut se dire qu'en stratégie, on est dans un monde où on a le sentiment qu'on n'évolue que par rapport à l'exploitation de l'autre. Donc, il est très intéressant pour les Américains de chercher à contrôler les réserves du pétrole du Venezuela comme ceux de l'Afrique, parce que pour eux, ce sont des ressources, pas seulement pour eux. La réalité, c'est que ne perdons pas de vue que ce sont des ressources tarissables. Donc, il va arriver à un moment donné où il n'y aura plus de pétrole, où il n'y aura plus de gaz, où il n'y aura plus de manganèse. Donc aujourd'hui, on anticipe, c'est la projection. Je crois que la Russie est aujourd'hui dans les mines en Afrique. Elle a intérêt. Je pense qu'elle essaie de dealer parce qu'elle en a besoin. Et pas pour l'immédiat. Je pense que le problème que nous avons, nous autres Africains, c'est qu'on regarde souvent trop l'immédiat. Les puissances, elles se projettent. Et elles arrivent à une situation où si d'ici 50 ans, si d'ici 50, 100 ans ou 200 ans, on dit qu'il n'y a plus de pétrole et que vous avez fini d'exploiter votre pétrole en Afrique, eh bien, vous allez aller chercher le pétrole où on a en Russie. Et vous n'allez pas leur dire, mais vous avez laissé votre pétrole pour venir. Non. Je veux également que dans cette émission, et je pense que Seydi Kaba l'a très bien dit, on n'est pas là pour dire que la Russie est mieux que tel ou quoi que ce soit, ou que non. Chaque État cherche ses intérêts. La Russie est en Afrique pas parce qu'elle se soucie des Africains. Elle est en Afrique pour la recherche de ses intérêts. Mais est-ce que tout le monde le sait? Non, mais c'est facile de dire ça. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Et je vais dire aussi, on fait aussi cette émission pour arrêter avec le narratif et la propagande occidentale qui veut faire culpabiliser les États africains parce qu'ils collaborent avec la Russie. On n'a aucune honte à collaborer avec la Russie. Chacun collabore avec qui? Au contraire, je veux dire, s'il fallait même avoir honte de collaborer avec certains pays, ce serait sûrement pas la Russie. Parce que j'ai suivi le président français vouloir nous faire croire que la Russie serait devenue une puissance colonisatrice. Et j'ai ri quand je pense que c'est le chef de l'État de la France, qui est un pays qui ne vit
et qui n'a vécu que de la colonisation qui parle ainsi. Donc le but aussi, et c'est de bonne guerre, c'est d'essayer de diaboliser la Russie pour faire peur aux Africains. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, les États africains, je préfère parler des États africains, pas de l'Afrique, les États africains aujourd'hui sont dans la situation d'une jeune fiancée, très belle, qui a plusieurs prétendants, qui naturellement la convoitent. À elle ou à eux, puisqu'il s'agit en l'occurrence de ces États, de choisir le prétendant qui leur paraît le mieux à leurs yeux. Donc c'est une chance unique aussi pour l'Afrique aujourd'hui, parce qu'avec ce qui s'est passé, avec la guerre en Ukraine, le chamboulement du monde aujourd'hui, il y a la possibilité pour l'Afrique de sortir son épingle du jeu. C'est-à-dire on peut surfer sur cette vague-là où le monde occidental est clairement en train d'être fragilisé pour justement rebâtir les cartes. Parce qu'il faut être conscient d'une chose, vous avez besoin sur la scène internationale parfois de vous appuyer sur un fort pour vaincre un autre fort. Vous êtes d'accord avec moi que sans l'implication de la Russie, la Syrie de Bachar el-Assad aurait disparu. Sans l'implication de la Russie, je ne suis pas sûr qu'on sera encore en train de parler de l'AES sur ce plateau de télé. Maintenant, le piège à éviter, c'est d'éviter effectivement que dans 10 ans, 20, 30 ou 50 ans, on soit en train de reprocher à la Russie ce qu'on reproche aux puissances occidentales. Et comme c'est dit, Kaba l'a très bien dit, c'est à nous de savoir comment dans cette configuration-là, on préserve nos intérêts. Actuellement, il est clair, on a besoin de cette coopération avec la Russie, mais dans quelles conditions et pour quel avenir? Voilà, les mots sont dits. Mesdames et messieurs, on fait une courte pause et puis on revient. De retour sur le plateau de Vox Live, Russie-Afrique, dangereuse alliance. On n'a pas encore répondu à cette question-là, je ne voulais pas encore précisément poser, mais on va y répondre au fur et à mesure. Alors, on a parlé beaucoup de ce que la Russie apportait à l'Afrique, la sécurité, quelques développements un peu commercial, etc. Mais qu'est-ce que la Russie attend de l'Afrique? Parce que ce n'est pas dit clairement. On se pose des questions, donc vous avez parlé des minerais, etc. etc. Non, mais par exemple, les 54 voix à l'ONU des pays africains, c'est... Oui, j'ai envie de dire, justement, je vais dire, c'est dit clairement. Je veux dire qu'aujourd'hui, grâce peut-être au métier qui est le nôtre, on a accès à un certain nombre d'informations et même de documents. La Russie en Afrique, comme tous les autres, pour protéger et chercher ses intérêts. C'est-à-dire concrètement, la Russie est une puissance aujourd'hui et veut le rester. La Russie a également besoin d'un certain nombre de matières premières parce que ces matières premières permettent effectivement de rester une puissance. Projection, etc. La Russie a besoin aujourd'hui de pouvoir étendre son influence. Parce qu'elle est un peu plus isolée en Occident. Bien sûr. Vous savez, pendant longtemps, on a la France n'a pas de poids diplomatique à l'international sans ses alliés africains. Elle a pu reposer sur son alliance avec l'Afrique pour avoir le poids diplomatique qu'elle a eu sur la scène internationale. Donc le poids diplomatique de l'Afrique n'est pas négligeable. Dans le contexte actuel aujourd'hui où il y a une volonté d'isoler complètement la Russie au prétexte de la guerre en Ukraine où il y a beaucoup de choses qui sont dites, la Russie a besoin d'alliés. Elle a besoin et l'Afrique a une position géostratégique qui est importante. Et on l'a vu, il a fallu voter aux Nations Unies par rapport à cette guerre en Ukraine. On a bien vu que pour une fois, j'ai pas envie de dire pour une fois, oui, mais c'est le cas, l'Afrique ne s'est pas conduite de manière moutonnière. Parce qu'avant, effectivement, c'est dit, Kaba fait bien le relever, la France parlait pour l'Afrique dans ces institutions-là. Mais aujourd'hui, la Russie a fait en sorte qu'il y ait une sorte d'inversion. Vous avez aujourd'hui des États africains qui prennent des positions courageuses au sein des Nations Unies, qui peuvent être des positions favorables à la Russie. C'est aussi ça que la Russie vient chercher en Afrique. Elle a besoin, on le dit ici sur le plateau de Vox Live, elle a besoin d'étendre sa zone d'influence. C'est ça qu'elle va chercher en Corée du Nord et tout, parce que, je termine par là, l'objectif ultime de la Russie, c'est de détruire le système occidental. Et pour le faire, elle va essayer de rassembler le plus large possible ceux qui ont un intérêt à voir l'Occident. Rassembler et instrumentaliser? Bien entendu, et c'est de bonne guerre. Faut le dire. Vous ne pouvez être instrumentalisé que si vous vous comportez comme un instrument. Si vous vous comportez comme un acteur, il va être difficile de vous instrumentaliser. Donc c'est à nous de refuser d'être instrumentalisé, mais de savoir saisir les opportunités que présente cette conjoncture internationale pour tirer notre épingle du jeu. Bien sûr. Oui.
La conjoncture internationale, oui, ok. Mais la Russie, quand les gens me disent, bon, vous nous dites ici, là, que bon, la Russie ne représente que 3%. Je vais revenir à ce que je vous dis tout le temps ici, là. Nous raisonnons toujours en Afrique, soit à court terme, soit toutes choses égales par ailleurs. Sauf que ces choses ne sont pas égales par ailleurs. Donc là-dessus, quand la Russie arrive en Afrique, la Russie n'arrive pas, c'est-à-dire pour les beaux yeux des Africains. Donc à partir de là, dans la dynamique internationale, chacun veut se positionner, avoir, comment dirais-je, des pays, c'est-à-dire qui sont leurs partenaires, leurs alliés. Mais le problème de l'Occident aujourd'hui avec l'Afrique, c'est qu'on veut continuer le raisonnement selon lequel c'est l'Occident qui doit dicter à l'Afrique ce que l'Afrique doit faire. Donc à partir de là, nous sommes bien les Africains, nous sommes bien conscients qu'il n'y a pas, comment dire, d'amitié entre États, il n'y a que des intérêts. C'est répété, c'est-à-dire pratiquement tous les Africains le savent aujourd'hui. Donc à partir de là, quand on veut nous lever le bouclier de la Russie, la France elle se bat, pourquoi? Parce que sa présence au Conseil de sécurité est menacée. Hein? Et quand la Russie qu'on est en train de diaboliser aujourd'hui, moi ça me fait rigoler quand je remonte un peu d'histoire, je me dis tout simplement que si la France a eu la place au Conseil de sécurité c'est-à-dire au Conseil de sécurité pour s'asseoir parmi les grands, c'est grâce à l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique dont on parlait. Donc les autres, eux, ils veulent se donner le loisir dans la géopolitique internationale de faire le choix de leurs partenaires. Alors qu'à l'Afrique, on dit à l'Afrique, non, 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 vous n'avez pas à aller choisir X, Y, Z. C'est une bonne dynamique. Si on décide d'être instrumentalisé, on est d'accord. Voilà. Vous l'avez dit tout de suite. Étendre son influence, on l'a dit, vous l'avez répété. Premier sommet Russie-Afrique en 2019 versus le second en 2023. Alors, 43 présidents étaient présents en 2019 contre 17 à la seconde édition. Vous en pensez quoi? Non, il y a eu une évolution qui est claire. C'est-à-dire que le contexte est différent. Le contexte est totalement différent. Mais pourquoi cette évolution? Comment vous mais parce que vous avez vu qu'il y a eu, si vous voulez, une volonté sur la scène internationale de diaboliser la Russie, de mettre la Russie ça fonctionne alors? à l'écart. Ça peut fonctionner. Il ne faut pas croire. Ça a l'air de fonctionner. Oui, je dis ça peut fonctionner parce que, comme vous savez, le dernier sommet de la Russie était très scruté. On essayait de voir quel dirigeant va y aller, quel ne va pas y aller, parce que c'était une façon aussi de marquer une sorte de prise de position sur la scène internationale. Parce donc l'Afrique n'assume pas sa relation avec... Certains n'assument pas, mais d'autres l'assument clairement. Vous avez bien vu qu'il y a eu des dirigeants africains qui, en 2023, ils sont allés. Avant, à la première édition, on n'était pas encore dans cette situation de cristallisation forte. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y avait pas la guerre en Ukraine et tout. Et j'ai envie de dire que ne perdez pas de vue que l'un des premiers partenaires de la Russie, ce sont encore des puissances occidentales. Parce que c'est ça qui est drôle dans l'affaire. Ça veut dire que la Russie, qu'on veut diaboliser aujourd'hui, les États-Unis, la France et tout, ils ont des intérêts énormes avec la Russie. Donc, il n'y a pas de rupture. C'est à nous d'éviter d'être dupes. La scène internationale aujourd'hui est faite d'interdépendance. En fonction du moment, votre allié d'hier peut devenir votre adversaire aujourd'hui et vice-versa. Donc, c'est pour ça que je dis aux Africains, c'est à nous de savoir surfer sur cette vague. La guerre en Ukraine a été, si vous voulez, un point de fracture important sur la scène internationale. On a pu se rendre compte des tares du monde tel qu'on le vivait actuellement et du fait qu'il y avait certaines puissances qui s'étaient arrangées depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale pour contrôler la scène internationale. Aujourd'hui, c'est de moins en moins possible parce qu'on est en train de tracer une autre voie avec notamment les BRICS. Tous ceux qui ont souffert de l'impérialisme occidental aujourd'hui sont en train de travailler pour que ça ne revienne plus. C'est pour ça que vous allez voir la proximité entre la Russie et la Chine, entre la Russie et la Corée du Nord et entre la Russie et certains pays africains. Il y en a qui restent encore dans leur dynamique, qui est celle de faire plaisir à l'ancienne puissance coloniale, on ne peut pas le dénier, mais il y a une tendance lourde aujourd'hui qui amène effectivement les États africains à ne plus vouloir se faire dicter un certain nombre de choses sur la scène internationale. Il est absolument juste que les pays ont subi de pression. 17. Oui, c'est ça. Je le répète. Parce que le contexte a changé et parce que certains pays ont subi de pression. On leur a dit, nous ne souhaitons pas que vous y allez. Et les pays qui se sentent obligés de tenir compte de cet avis-là ont renoncé à y aller. Beaucoup de pays ne sont pas allés. Non pas parce qu'ils n'ont pas intérêt à être présents ou non pas parce qu'ils n'ont pas intérêt. Mais à un moment, il faut assumer ses choix. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde n'assume pas ses choix. C'est cette relation. C'est cette relation verticale. C'est cette relation verticale-là qu'on essaie de changer. Il y a des pays qui ont été
sommés de s'expliquer lorsqu'ils ont voté contre l'exclusion de la Russie, des pays africains, qui ont été sommés de s'expliquer. Ce type de relation, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas le défendre. On ne peut pas en 2024 avoir des relations verticales parce qu'on a été une ancienne puissance coloniale, demander des comptes à des gouvernements indépendants pour qu'ils disent pourquoi ils ont choisi cela ou pourquoi ils n'ont pas choisi cela. Donc il y a une volonté, effectivement. Aujourd'hui, la tendance, comme a dit Gilles, c'est que les gens veulent assumer leur choix, y compris, nous, on n'a pas besoin de... Oui, vraiment, les 17 ont assumé leur choix. Temps qu'on défende... je crois que nous, la seule boussole, c'est les intérêts de nos pays. Les dirigeants doivent regarder cela. Ce n'est pas plaire à l'Occident. Donc là, vous vous adressez aux dirigeants africains, oui, bien sûr, on est d'accord. D'autant que on a vu, certains pays ont, malgré la guerre en Ukraine, il y a des sociétés de ces pays occidentaux qui n'ont pas voulu quitter la Russie, malgré l'estomation de leur gouvernement, parce qu'ils ont leur intérêt là-bas. Mais pourquoi on reprocherait aux Africains d'avoir des relations avec la Russie, alors qu'un pays comme l'Allemagne a été un des premiers partenaires économiques de la Russie et jusqu'à présent a des relations économiques avec la Russie. C'est-à-dire que la France, les États-Unis ont toujours aujourd'hui des relations avec la Russie. Et pourquoi les pays africains n'assument pas leurs relations avec la Russie? Ils le font de plus en plus. Il y en avait 43, il y en a 17 maintenant, on sait que le contexte est différent. Les pays le font de plus en plus, assument leurs relations avec la Russie, assument leurs relations avec la Chine. Vous savez, c'est le même discours, c'est le même narratif. On dit non, la Chine vous endette. N'allez pas avec la Chine, etc. La Russie, vous n'allez rien tirer. Mais c'est qu'il faut faire le bilan. Avant d'avoir ces relations avec la Russie, on avait des relations avec qui? Et quel est le bilan des relations qu'on a eu avec ce partenaire, les partenaires qu'on appelle historiques? Il y a 54 pays en Afrique. Oui, donc il faut regarder tout cela, à mon avis, avant de commencer à faire ce discours-là de bienveillance envers l'Afrique, qui n'est pas en réalité un discours de bienveillance, qui cache beaucoup d'arrière-pensée. Moi, je dirais tout simplement là-dessus, on va dans le même sens, à plus ou moins. Quand vous avez un pays qui vient vous aider, la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire n'est pas à la recherche de... Jules a parlé là tout à l'heure que moi et Sidi, nous on se dit que il n'y a pas les intérêts dedans. Nous en sommes conscients. Sauf que moi j'ai rajouté quand j'ai exposé, c'est que l'intensité ne sera jamais la même. D'accord. Donc à partir de là, comment vous pouvez le prédire je peux le prédire. Ça se justifie tout simplement, c'est que la Russie a les matières premières que les autres n'ont pas. Donc à partir de là, l'Afrique reste le seul réservoir. Je veux vous prendre un exemple. Vous prenez le bassin, comment dirais-je, la RDC aujourd'hui. La RDC fournit, c'est-à-dire tout ce qu'il y a. Pourquoi? Moi, ça m'amuse aujourd'hui quand on vient parler aux Africains de la Russie, des histoires de Barkhane. La RDC, ça fait combien de millions de morts aujourd'hui? Et ça, c'est-à-dire cette dynamique-là est mise en place par qui? Par les sociétés occidentales qui veulent favoriser leurs multinationales à continuer à piller l'Afrique. Donc on arrête, c'est-à-dire de venir nous brandir, c'est-à-dire des peurs qui ne sont pas fondées. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire. Quand on dit que la Chine, comme Sidi vient de le dire là tout à l'heure, va venir nous endetter. Ça fait depuis combien d'années que le FMI et la Banque mondiale endettent des États africains? Citez-moi le nombre d'États africains qui sont sortis de la pauvreté. La Chine n'était pas là, hein. La Russie n'était pas là. Il y en a beaucoup de pays africains qui sont sortis de la pauvreté avec la Chine. Qui sont sortis de la pauvreté. Non, je demande avec l'Occident, puisqu'on est en train de nous dire que, oui, l'Occident, vous voyez, l'Occident a tout fait pour vous. Pourquoi vous allez chercher des gens qui viennent vous endetter, hein? N'oubliez pas que hier, c'est-à-dire dans notre émission, j'avais dit la chose suivante, à savoir que les pays africains empruntent. On prête aux pays africains. Mais ce sont des dettes qui ne finissent jamais parce que tout simplement la dynamique, c'est quoi? Quand on donne l'argent à un pays, sont ces institutions financières internationales là qui dictent le calendrier des réalisations sur place sans tenir compte des réalités de chacun des pays. Donc on vous dit que oui, on vous donne de l'argent, soit vous avez pas acheté des armes, comme on a fait avec les États de l'AES, vous n'avez pas acheté des armes, vous n'en avez pas besoin. Non. Donc quand on vient, on pose cet argent-là, les compagnies occidentales
qui travaillent chez nous. C'est eux qui reprennent cet argent-là, venir ici, là, prendre nos matières premières, les transformer et les ramener chez nous. Et on veut nous faire croire que nous n'avons jamais compris ça. Donc, oui, la Chine nous prête à des taux d'intérêt élevés et que c'est en défaveur de l'Afrique. À ces gens-là, je pose la question suivante. Posez-moi sur la table le bilan de 50, 60, 70 ans de ces institutions créées en 45 là, qu'ils ont donné à l'Afrique. D'accord, donc vous posez la même question, le bilan. Donc le bilan pour moi, il n'avance pas. Sidé a dit tout à l'heure quelque chose d'important, à savoir qu'il faut raisonner en dynamique, il ne faut pas regarder les 3%. Et ne raisonnons pas dans la statique comparative, et raisonnons dans la dynamique évolutive, comment dirais-je, du cours des processus dans les États. Dynamique comparative évolutive, sortons de la statique comparative. D'accord. Aïssatou, je l'ai relevé parce que vous insistez là-dessus. On ne peut pas aujourd'hui comparer le bilan de 70 ans de coopération avec l'Occident avec moins de 10 ans. Moi, je dis, faisons, si on fait un premier, je vais vous dire que les indicateurs sont plus favorables. D'accord. Faisons le bilan dans 50 ans, si vous voulez. On pourra avoir, si vous voulez, une même durée, une période, et on verra. Mais je pense que ce qui est important d'intégrer ici, c'est que être libre, c'est avoir le choix. Ce que les États africains réclament aujourd'hui, c'est cette liberté de choix, de choisir avec qui marcher. On ne peut pas vous imposer qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. C'est pour ça que je dis toujours, et je le dirai autant que cela est nécessaire, la lutte aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas pour le développement, pour le progrès, c'est pour la souveraineté, c'est pour la liberté. Je reprends les propos de M. Sédi, c'est-à-dire que vous vous adressez à qui ? Aux Africains, aux chefs d'État. Les chefs d'État africains sont d'abord. On est d'accord. On s'adresse aux Africains. Moi, je parle très peu, comme je vous l'ai déjà dit, je parle très peu aux dirigeants. Parce que le dirigeant n'est que le reflet, en principe, de ce que le peuple veut. Et si vous avez un dirigeant qui est corrompu, qui ne veut pas changer, qui est convaincu que son destin est dit à celui des dirigeants, mais que les populations prennent les responsabilités. On l'a vu dans plusieurs pays. La vérité, c'est ça. Et je dis, il y a un adage qui dit on n'a que les dirigeants qu'on mérite. Si vous avez un dirigeant moribond, au lieu d'accuser la France ou d'accuser les États-Unis, en prenez-vous à vous-même. Parce que c'est vous qui avez la capacité à un moment donné de changer la donne. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que le thème de l'émission, c'est est-ce une dangereuse alliance? Ma réponse est non. C'est une alliance stratégique nécessaire pour le moment. Maintenant, elle sera dangereuse si jamais on n'arrive pas à préserver nos intérêts. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une alliance qui, pour moi, était indispensable, comme je l'ai démontré, pour pouvoir au moins avoir l'opportunité de regarder ailleurs. D'accord. Donc, ça. Pour le coup, les téléspectateurs... On sort du partenariat exclusif qui nous a été imposé et dans certains pays qui étaient considérés comme des précarés où on avait tout, où on disait, voilà, vous savez, cet épisode où l'ambassadeur de France avait dit à Ibeka que nous voulons le marché de fabrication des permis pour une société bretonne, pour une société française. Donc, il y a eu ce type de relation avant. Aujourd'hui, on voudrait en sortir avec la diversification du partenariat. On ne dit pas, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la Russie ou l'Occident. C'est la Russie ou l'Occident. C'est la Russie et l'Occident. Absolument. C'est la Russie et l'Occident. Chacun va apporter ce qu'il peut. À nous de choisir qu'est-ce qu'on veut ici, qu'est-ce qu'on veut là-bas. C'est pour ça que le message, il y a des pays comme le Congo-Brazzaville qu'on ne peut pas soupçonner d'être un pays anti-occidental, mais qui a des relations avec la Russie. Donc, en fonction de la valeur ajoutée de chacun. Le président était au dernier sommet. sommet. Était au dernier sommet et qui se trouve actuellement en visite en Russie. Et qui vient à Paris, qui va à Washington. Exactement. Etc. Donc, mais c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'Africains, c'est là où se trouvent nos intérêts. Et quel que soit le partenaire, qu'on puisse regarder ce qu'on peut avoir avec lui et surtout ce qui nous a manqué dans la relation avec les autres. C'est l'équilibre des relations. Vous voyez, il y a des pays où, que je ne citerai pas, où le pays a 30% dans une société et le partenaire occidental qui vient à 67%. Est-ce que vraiment ce type de partenariat, mais à qui là, on est d'accord. Mais bien sûr, donc, il nous appartient de construire le rapport de force qui nous permet de tirer profit de nos intérêts, mais
qu'on ne vienne pas nous dire, voilà... Non, mais c'est ça je vais répondre à votre question. Ça peut être Russie, Afrique, oui, Chine, Afrique, Pologne, Afrique, peu importe. À la limite, je vais répondre à vos questions en prenant un exemple, parce que vous insistez, c'est normal que vous insistez là-dessus. Le premier ou le deuxième pays producteur de diamants au monde, c'est le Botswana. Ça aussi entre le Botswana et la Russie. Le Botswana, c'est bien un pays africain. Bien sûr. Le Botswana, comment il a fait pour que son diamant lui profite? C'est dans les accords. Pendant que partout ailleurs, les États africains signaient des accords léonins, le Botswana a construit une dynamique avec ses partenaires qui fait en sorte que le diamant du Botswana est transformé au Botswana, crée de la valeur ajoutée et permet au Botswana... Il y a une volonté politique. Mais bien entendu, c'est pour ça que je dis, cette volonté politique, elle ne vient pas du ciel. Elle vient de la qualité du dirigeant, elle vient de la qualité du leadership. C'est ce que je vous répète. Pendant que le Botswana faisait ça, vous avez par exemple dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo où vous avez ce type d'accord où vous avez un partenaire privé. Je vous explique ça pour que vous compreniez très bien. Parce que le complexe d'infériorité, c'est ça le mal de l'Africain de manière générale. C'est-à-dire, vous avez toutes les ressources minières dans votre sol. Vous avez une puissance occidentale à travers ces multinationales. Comme on vous a fait croire que vous êtes incapable de chercher de l'argent sur la scène internationale, alors que c'est vous qui avez de la richesse, on vous a fait croire qu'en interne même, vous ne pouvez pas trouver de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez chercher un charlatan qui vient vous dire, bon, écoute, moi, je vais aller te chercher de l'argent. Je préfère parler de manière prosaïque pour qu'on se comprenne. Je vais aller te chercher de l'argent pour qu'on puisse exploiter ta mine. Sauf que moi, je vais avoir 80%, puisque en quelque sorte, c'est moi qui ramène l'argent. Et si tu toi, tu n'auras que 20%. Ce qui est drôle, c'est que qu'est-ce qu'il va faire? Pour aller chercher ce fameux argent sur la scène internationale, il prend ta mine qui met en garantie. Donc, c'est ta mine qui est garantie pour qu'à la fin, lui, il est 80% et toi 20%. Mais dites-moi, qui signe ça? Qui accepte ça? S'il n'est pas corrompu, s'il n'est pas totalement écervelé. Qu'est-ce qui empêche aux dirigeants africains de dire, OK, aujourd'hui, nous aussi, on connaît la route de la banque. On va aller nous-mêmes chercher l'argent et exploiter nos ressources. Qu'est-ce qui les empêche de dire, nous, on ne veut plus vous vendre la bauxite, on ne veut plus vous vendre le coltan, on ne veut plus vous vendre le manganèse, on va vous vendre des produits transformés. Tout doit se transformer au niveau local. C'est de la décision politique. Et pour ça, je leur ai dit, si les Africains qui nous écoutent veulent que ça change, ils n'ont qu'à s'arranger à ce qu'arrivent à la tête de leurs États des leaders patriotiques suffisamment courageux pour remettre en cause tous ces accords léonins. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On est totalement d'accord là-dessus. Ce qui s'est fait au Botswana, c'est le leadership. Absolument. Ce n'est pas le tout premier président du Botswana qui est quelqu'un que les Africains gagneraient à connaître, Seretse Tsekama. Il aurait pu donner... C'est quelqu'un qui le fait depuis longtemps. Voilà, il aurait pu donner une autre trajectoire à son pays. S'il avait pensé un certain nombre de choses, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse en dire, ce que les dirigeants de l'AES sont en train de faire aujourd'hui, c'est aussi un choix courageux qu'il faut saluer parce qu'ils auraient pu choisir de faire autrement. Parce que ne pensez pas qu'il suffit d'être militaire. Parce que vous avez bien vu que ce soit au Mali ou au Burkina, on a dû avoir 2 coups d'État pour changer de paradigme. Le premier coup d'État au Mali a été rapidement phagocyté par la France et on avait vu comment à l'époque les dirigeants français faisaient les éloges de ce gouvernement de transition. Au Burkina Faso, c'était la même chose. Donc, ça dépend du leader, mais je dis encore une fois de plus, le leader ne tombe pas du ciel. Vous n'êtes leader que par rapport à ce que vous avez derrière vous. Exactement. Donc, si le peuple aujourd'hui estime qu'il souffre, si les Africains estiment qu'ils sont exploités, qu'ils ne reçoivent pas en proportion par rapport à ce qu'ils donnent, ils savent ce qu'il leur reste à faire. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je veux qu'on arrête de jungle et qu'on passe à l'acte pour pouvoir transformer ce continent, c'est tout. C'est tout. Quelque chose à ajouter? Non, pour le coup, on va reprendre la question parce que nous, au terme de l'émission, alors vous allez pouvoir répondre chacun à votre tour. Russie-Afrique, dangereuse liaison? Absolument pas. Absolument pas. Il y a une opportunité qui s'ouvre à l'Afrique, celle de tirer le meilleur parti de relations avec la Russie. La Russie n'est pas dans la philanthropie, elle cherche ses intérêts. Il appartient aux Africains de s'organiser pour tirer le meilleur profit de leur partenariat avec la Russie. Mais c'est une bonne chose, la diversification du partenariat avec le reste du monde. La diversification des partenariats, exactement. Je vous en prie. Tenir tout simplement du train de l'histoire.
L'Afrique, si vous voulez, nous n'allons pas inventer le beurre à couper. Il faut que nous sachions défendre nos intérêts. Jules vient de tout dire là tout à l'heure. L'Africain, c'est-à-dire ce qui nous tue, c'est qu'on n'a pas confiance à son frère. On préfère aller appeler les gens de l'extérieur pour venir faire ce que nos frères peuvent faire. Mais nous savons quels sont les ressorts, si vous voulez, qui mettent ça en place. Il en a parlé tout à l'heure, Jules. Quand vous êtes, c'est-à-dire dans le processus de la corruption, c'est en ce moment-là que vous agissez comme ça. Mais quand vous êtes dans des processus, on parle toujours de l'AES, quand vous êtes dans ce processus-là, on les voit poser des actes en place. Il y a encore quelques jours, le Niger vient de retirer, comment dirais-je, à Orano, sa licence, comment dirais-je, d'exploitation. Tout simplement, il faut juste poser des actes. Et là-dessus, on parlait de Sankara tout à l'heure au début de notre discussion. Sankara s'est sacrifié. Ces choses-là, c'est la raison pour laquelle aussi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde qui dit que les dirigeants, ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Sankara, ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Oumyobé pour se sacrifier par rapport à sa propre famille. Il faut que vous preniez cette dimension-là en compte, qui est une dimension humaine et compréhensible. Donc, à partir de là, nous ne raisonnons pas, comme je dis tout le temps, toutes choses égales par ailleurs. Si on avait, je serais content sous les 54 pays, si on n'avait que des Sankara ou des Ibrahim Traoré ou les Oumyobé au Cameroun, on n'en serait sorti depuis X temps. Sauf mais que ce n'est pas le cas. Tous les individus, nous n'avons pas la même philosophie, la même perception, c'est-à-dire de notre société, de notre humanité. C'est tout. On va conclure avec vous, Jules Domché. Donc, vous l'avez dit, liaison dangereuse, pas du tout pour vous. Non, pas du tout. Sinon, quelle liaison ne serait pas dangereuse? Même quand vous vous mariez, la liaison, en principe, elle a des éléments pour être dangereuse. Toute union apporte son lot de risques, de tensions et tout. C'est comment est-ce que vous allez gérer la relation. Si vous la gérez bien, elle peut être une relation fructueuse et mutuellement bénéfique. Vous la gérez mal, elle devient une relation toxique et dangereuse. Donc, ce que je tiens à relever pour sortir de cette émission, c'est premièrement, la solution, c'est d'obtenir une véritable souveraineté. Et cette souveraineté passe aussi par notre capacité de nous mettre ensemble pour constituer des blocs forts. Parce que tant qu'on va aller de manière désordonnée et dispersée face à ces mastodontes-là, il est évident que le rapport de force va être difficile à établir. Aujourd'hui... Tiens, je vais revenir avec toi, Jules, pour faire juste une parenthèse. Parle un peu du discours de Lecointre. Après, les Africains vont comprendre. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que quand... Le général Lecointre. Quand vous avez le Mali, le Burkina, le Niger ensemble, c'est pas pareil quand vous avez le Mali à part, le Niger à part. Aujourd'hui, pourquoi on peut avoir peur de s'attaquer au Mali? Parce qu'on sait que derrière le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais il faut aller plus loin. Parce que vous ne pouvez pas... Plus loin, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Oui, mais il faut peut-être que certains pays quittent la CEDEAO pour rejoindre l'AES. Parce que vous ne pouvez pas expliquer qu'un État... L'Union africaine, la CEDEAO, etc. Oui, vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, le Gabon, je veux bien être gentil, mais c'est un tout petit pays. La population entière du Gabon, ce n'est même pas un quartier le moins peuplé en Chine. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que le Gabon a la même puissance ou la même voix que la Chine. Et c'est pour cela aussi que ces puissances travaillent pour qu'il n'y ait pas une véritable intégration africaine. C'est pour ça qu'ils investissent. C'est pour ça que c'est eux qui financent la CEDEAO, financent l'Union africaine, pour qu'on reste divisé. Parce qu'ils savent que le jour où l'Afrique pourra parler d'une, ou même ne serait-ce que de 3 voix, si on arrive à avoir 3 blocs solides en Afrique, c'est le début de la véritable libération. Parce que là, il y aura un rapport de force, mais ils n'ont pas besoin. Et pour le coup, aujourd'hui, il y a combien de blocs solides en Afrique à part l'AES? Il n'y a aucun bloc. Aucun bloc. L'AES est en train de se constituer. Je ne peux pas dire que l'AES est déjà solide. D'accord. L'AES, c'est très nouveau. Il y a encore beaucoup de fragilité. C'est en construction. Il y a aussi une initiative qui a été lancée depuis le Togo avec... le ministre des Affaires étrangères togolais, l'APA, l'Alliance politique africaine. Il y a des velléités qui sont en train d'être mises en place, mais laissons le temps de mûrir, parce que l'Union africaine, sous sa forme actuelle, ne va jamais servir les intérêts de l'Afrique. Congénitalement, elle est programmée pour travailler contre l'Afrique. Donc, il va falloir proposer autre chose. Merci. Merci, merci. Nous sommes au terme de cette émission. On ne peut pas aller plus loin. Désolé à vous, Jean-Marie Bitomo. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Vox Live. Merci à Sédik Abba, donc journaliste président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Ce fut un plaisir aussi de vous avoir. Et à vous aussi, Jules Domché. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à laisser des messages. On les lit dans cette émission. C'était Vox Live, cette émission qui a pour objectif de décrypter l'actualité africaine. À bientôt.
Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. L'université Piquet Focam Institute of Excellence informe les candidats et le public intéressé qu'elle organise un concours d'entrée à son premier cycle d'études du 9 au 10 juillet 2024 au sein du campus d'Emana à Yaoundé. Les filières ouvertes sont génie informatique, ingénierie en technologie de l'information, génie mécanique, génie des télécommunications, génie électrique, mécatronique, économie et management. Les conditions d'admission sont les suivantes. Pour les filières d'ingénierie, être titulaire d'un baccalauréat C, D, E, F, TI ou du DCE A-Level en série scientifique. Et pour les filières économie et management, être titulaire d'un baccalauréat A, B, C, D, E, F, CG, FIG, SES, ESF ou du DCE A-Level. Tous les candidats seront soumis aux épreuves de culture générale et d'anglais. Les candidats de la filière d'ingénierie subiront l'épreuve de mathématiques. Les candidats de la filière économie passeront une épreuve de mathématiques et économie. PK Focam Institute of Excellence. Nous formons dès aujourd'hui les leaders de demain. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. Hello à tous, aujourd'hui je vais vous mettre KO. Let's go, Aïssatou vous dit presque tout, sur tout. Selon vous, quel est le plus grand combat de boxe de tous les temps? Les avis divergent, mais pas tant que ça finalement. Aujourd'hui encore, le plus grand combat de boxe de tous les temps est largement considéré comme celui entre Mohamed Ali et George Foreman, qui a eu lieu le 30 octobre 1974 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce match, également connu sous le nom de The Rumble in the Jungle, la baston dans la jungle en français, est entré dans l'histoire pour de nombreuses raisons. Pas seulement pour l'importance du match en soi, mais aussi pour la stratégie audacieuse utilisée par Ali pour remporter la victoire. Avant le match, Foreman était considéré comme l'un des boxeurs les plus dominateurs de l'époque, avec une série impressionnante de victoires par KO. Ali, quant à lui, était le champion en titre et avait gagné une réputation en tant que boxeur rapide et habile. Beaucoup considéraient Foreman comme le favori pour remporter le match, mais Ali avait un plan. Ali a adopté une stratégie appelée rope a dope, consistant à se coller aux cordes du ring et à laisser Foreman le frapper sans riposter en se reposant sur sa condition physique pour absorber les coups. Au fil des rounds, Foreman s'est épuisé en frappant sans répit tandis qu'Ali restait frais. Dans le 8e round, Ali a riposté avec une série de coups rapides et puissants mettant Foreman KO et remportant le match. Le match de Kinshasa est devenu légendaire pour de nombreuses raisons. Pas seulement pour la victoire étonnante d'Ali, mais aussi pour l'importance politique et culturelle du moment. Ali était considéré comme un leader de la communauté afro-américaine et un symbole de la résistance contre l'injustice, tandis que Foreman était considéré comme le champion du système établi. Le match a également été marqué par la présence de nombreux musiciens et célébrités, ainsi que par la tension politique entourant la République démocratique du Congo. En résumé, le match entre Mohamed Ali et George Foreman reste à ce jour considéré comme le plus grand combat de boxe de tous les temps, en raison de l'importance sportive, politique et culturelle du moment, ainsi que de la stratégie audacieuse et de la performance remarquable d'Ali. C'est un moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la boxe et de la culture populaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un new numéro. Bye bye. Aïssatou vous dit presque tout, sur tout. L'université Piquet Focam Institute of Excellence informe les candidats et le public intéressé qu'elle organise un concours d'entrée à son premier cycle d'études du 9 au 10 juillet 2024 au sein du campus d'Emana à Yaoundé. Les filières ouvertes sont génie informatique, ingénierie en technologie de l'information, génie mécanique, génie des télécommunications, génie électrique, mécatronique, économie et management. Les conditions d'admission sont les suivantes. Pour les filières d'ingénierie, être titulaire d'un baccalauréat C, D, E, F,
TI ou du DCE A-Level en série scientifique. Et pour les filières économie et management, être titulaire d'un baccalauréat A, B, C, D, E, F, CG, FIG, SES, ESF ou du DCE A-Level. Tous les candidats seront soumis aux épreuves de culture générale et d'anglais. Les candidats de la filière d'ingénierie subiront l'épreuve de mathématiques. Les candidats de la filière économie passeront une épreuve de mathématiques et économie. PK Focam Institute of Excellence. Nous formons dès aujourd'hui les leaders de demain. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.